Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je reçois Julia Rousseau, la fondatrice de Good Moods, l'un des plus beaux magazines en ligne du moment qui déniche et décrypte les tendances déco pour mieux nous inspirer toutes les semaines. Mais Julia n'est pas uniquement dénicheuse de tendances pour son site. Via son studio, elle accompagne également les marques pour imaginer avec elles de nouveaux concepts, collections ou scénographies. Débarquées il y a seulement 3 ans dans la sphère déco, Julia et Good Moods sont devenus très vite des acteurs référents, créatifs et passionnés qu'il fallait absolument rencontrer. Bonjour Julia. Bonjour Hortense. Alors on va commencer par une petite question de base. Comment t'es venue l'idée de créer Good Moods il y a 3 ans ? Alors, un peu comme beaucoup de mamans qui tombent enceintes et qui attendent leur 2e voire 3e enfant, j'ai été arrêtée très tôt pendant ma grossesse et je passais beaucoup de temps chez moi. J'étais salariée à l'époque chez Deezer. Et m'est venue l'idée de Good Moods parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y a donc 3 ans, il y avait très peu en tout cas de magazines digital sur la déco d'une part. Et ensuite, parce que j'étais totalement passionnée de design vintage et que là aussi, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de marketplace, comme il y en a beaucoup depuis, comme Celency, Pamono, etc. Et je passais des heures sur ces sites de design vintage et je trouvais des pépites pas très chères et je me disais, les images sont pas très belles pourtant et j'ai envie de les sortir de cet univers et de les mélanger à des pièces contemporaines et pourquoi pas de la mode et voilà et de créer des planches. Et je suis sûre que ça marcherait, que ça intéresserait les gens de proposer enfin sur le web un endroit où à la fois on s'inspire et à la fois on peut acheter. Donc mêler inspiration et shopping, c'était vraiment l'idée de base et d'aider le plus grand nombre, de démocratiser la déco parce que là encore une fois, il y a 3 ans, c'était pas il n'y avait pas autant de sites et de blogs qu'aujourd'hui, ça allait très vite. Et voilà, et c'était une approche assez ludique d'avoir envie de monter une plateforme. Alors je me suis même demandé à ce moment-là si je n'allais pas vendre ces objets, si ça n'allait pas devenir une marketplace. Puis je me suis dit très vite, non, ça va être compliqué, je ne vais pas pouvoir sélectionner, proposer autant de choses. Voilà, donc je vais créer finalement un magazine, un format magazine, et puis voilà. Et pourquoi tu l'as appelé Good Moods ? Parce que déjà dans Moods, il y a l'idée d'humeur, l'idée d'ambiance, et que comme l'idée c'est de proposer le plus souvent possible, alors c'est devenu chaque semaine, mais des ambiances différentes et qui parlent à tout le monde, voilà, l'idée de Mood et de pourquoi pas Good, puis ça correspond bien. Ouais. Good Moods, donc c'est comme un cahier de tendances. Comment tu travailles pour détecter en amont ces tendances ou ces nouveaux talents ? Comment tu les trouves ? Comment tu les repères ? Alors déjà j'en repère beaucoup parce que dès qu'on regarde autour de soi, dès qu'on ouvre un magazine, dès qu'on va à une expo, moi je suis abonnée à beaucoup de newsletters, beaucoup de magazines étrangers, enfin voilà, donc je me nourris énormément. Ensuite il faut faire le tri et l'idée de Good Mood c'est aussi d'avoir un œil, enfin comme d'ailleurs tous les bureaux de style en ont un et ont une patte. L'idée de Good Mood, c'est de proposer aussi des tendances qui ne sont pas communes, mais en tout cas avec une sélection derrière, un parti pris. Donc l'inspiration, tu dis, tu la trouves plutôt dans les magazines. Qu'est-ce qui te nourrit au quotidien ? Au quotidien, c'est d'être abonné à beaucoup de newsletters que je reçois, encore une fois, de sites australiens, anglais, américains, que je reçois déjà dans ma boîte mail tous les matins. Instagram, bien sûr. Puis, évidemment, je vais voir beaucoup d'expos, d'Amant Maison et Objets, le salon de Milan, là, qui arrive bientôt. Il y a des choses comme ça qui sont très inspirantes dans le monde de la création, auquel on assiste, par exemple, typiquement le salon de Milan, et on voit dans les mois qui suivent après ce salon certains événements, certaines expositions qui ont clairement inspiré d'autres créateurs, designers, et derrière, après, les marques de déco plus grand public. Et ça va te donner l'idée d'en créer un thème ? Oui, ça va me rester dans ma tête, et puis je vais voir une deuxième chose 2 mois après, puis après, c'est parti, en fait. Et dès que je repère une ambiance, c'est assez marrant parce que je me mets à focaliser sur un truc. Alors j'en ai souvent 8-10 dans la tête. Mais dès que je décide d'en sortir une, dans la semaine, j'ai l'impression de voir que ça. De trouver dans la foulée une trentaine d'objets, de pièces de designer qui collent à cette histoire.
Donc ta cellule de veille est nourrie par la vision de prescripteurs aussi, des Ouais. designers, des artistes, des créateurs, Ouais. des archis. Comment tu travailles avec eux? Est-ce que tu vas les chercher, tu les connais ou sont peut-être eux qui te sollicitent? Alors à la base, quand j'ai lancé Good Moods, je proposais moi-même ces ambiances avec un freelance. On était deux à créer ces univers. Et très vite, j'ai eu envie de donner la parole, comme toi dans ce podcast, à des personnalités prescripteurs, des archis d'intérieur beaucoup au début, qui me proposaient leur planche de tendance. Donc je trouvais ça génial qu'un archi d'intérieur qui est potentiellement très connu et très prisé dévoile, livre au grand public sa planche de tendance du moment et ses sélections du moment. Donc c'est souvent moi qui les contacté. Avec le temps, c'est un peu moite-moite et il y a des gens qui me contactent aussi pour être mis en avant. Et aujourd'hui, on met en avant des prescripteurs, donc des gens plutôt reconnus, et aussi on fait appel à des contributeurs, donc c'est des gens moins connus en tout cas, mais ça va de journalistes, de gens qui bossent dans le marketing du sport, de gens qui sont assez pointus dans leur domaine et qui proposent leur propre planche. Tu dis on, vous travaillez, tu as une équipe? Maintenant, on est 4 en permanence et quand on a des projets de marque et qu'on doit bosser sur des choses en particulier, on monte à 6-7, voilà, beaucoup des freelances. Mais en interne, on est 4 fixes qui sont tout le temps au bureau. Quelles sont les grandes tendances pour toi du moment, celles que tu préconises actuellement? Alors, il y en a beaucoup, encore une fois. C'est vrai que la tendance, c'est qu'il y ait beaucoup de tendances. C'est avec l'accélération du digital et des blogs et des bureaux de style, il y a 1000 tendances qui... mais après, moi, celle dont j'ai envie de parler, mais ça va de là, tout à l'heure, on va sortir un moodboard sur les couleurs holographiques. Donc ça va être un esprit très futuriste, un travail sur la lumière, sur ces couleurs qui sont un peu difficiles à s'approprier quand même. L'holographique, c'est assez particulier, il y a un côté futuriste rigolo. Puis la semaine prochaine, je pense qu'on va sortir un moodboard sur le noir, au contraire sur tous les objets très noirs et qui à la fois renvoient de la lumière. Après, il y a des sujets plus de fond sur par exemple, comment on travaille aujourd'hui et le fait que de plus en plus on travaille à la maison ou que les bureaux ressemblent de plus en plus à la maison. Il en découle des tendances déco, que ce soit de matériaux, de choses, pourquoi pas plus de paravents qui favorisent les ambiances plus fermées. Enfin, c'est assez difficile, c'est très vaste comme question. C'est difficile de répondre. Donc ouais. si alors je vais te les poser peut-être plus précisément. Pour toi, quelle est la grosse tendance côté matériaux? Alors moi, celle vers laquelle en tout cas j'ai envie de plus en plus aller, c'est le bois, parce que c'est un matériau très noble. On a envie de revenir à des matériaux le plus naturels possible. Mais à la fois je dis ça, je réponds ça, et en ce moment on travaille sur un moodboard sur le béton qui n'est plus traité comme quelque chose de très froid et très brut, mais qui au contraire est associé déjà à des couleurs chaudes. Le béton, ça peut être dans des couleurs chaudes, associé à des matériaux, du coton, de la laine bouclée, des choses très, très chaleureuses. Donc on sort du minimalisme. Enfin, voilà, chaque matériau peut être travaillé de façon très différente. Donc c'est... Côté couleur, Alors, la couleur, c'est très très important chez Good Moods parce que moi, déjà, ça me passionne. C'est un sujet qui est sans fin. De feuilleter un livret Pantone avec 112 rouges, ça m'éclate. Donc, les couleurs, je pense qu'on pourrait sortir tous les jours une planche de tendance sur une palette de couleurs. Moi, j'aime les couleurs particulièrement fortes et à la fois sourdes, c'est-à-dire des verts olives, des rouges framboises, des violets très ultraviolets. Enfin voilà, j'aime vraiment les mélanges. C'est une bobine que je tire avec plaisir. côté revêtement, Revêtement, alors la céramique, il y a des Italiens par exemple en ce moment qui ont une créativité incroyable sur la céramique et toute la terracotta, etc. Là en ce moment je travaille sur un projet d'hôtel et donc voilà, on fait un bar là-dessus. Donc la céramique, c'est vrai qu'on peut créer, on est sorti des carreaux de ciment en 2020 et maintenant on crée des formes florales, des formes végétales avec la céramique. Donc c'est un revêtement qui n'est plus utilisé que pour sa salle de bain et pour voilà, on peut créer vraiment qui n'est pas que fonctionnel. Exactement. Et côté objet déco? Alors l'objet déco, je pense que de plus en plus on a tous envie d'être le plus singulier possible et de plus avoir les mêmes pièces que chez tout le monde. Donc l'objet déco, c'est celui qu'on a chiné, surtout qu'on n'a pas retrouvé chez les autres, quoi. Donc c'est la pièce unique qu'on a soit chinée, soit trouvée auprès d'un artisan
mexicain ou voilà. Enfin, il y a de plus en plus de petites marques quand même qui émergent. Donc voilà, l'objet déco, ce Avoir une serait pépite, c'est tendance. avoir une pépite. Bah ouais, c'est sûr. Et dans 10 ans, est-ce que tu as déjà une idée des courants déco, de ce qui va un peu arriver ou pas du tout? Bah, on remarque bien qu'il y a quand même un éternel recommencement de manière générale. Donc, dans 10 ans, on peut parier que, je sais pas, que les années 2000 reviennent. Enfin, c'est un peu sans fin, quoi. Mais heureusement, c'est toujours revisité avec inspiration. Enfin, voilà. Justement, on dit souvent que la mode, c'est tout ce qui se démode. T'en penses quoi? Ouais, bah, c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est amusant, c'est de voir comment on se réapproprie. Typiquement, là, on a beaucoup été puisé dans les années 80. Les années 90 aussi, là, dans la mode, dans la déco, ça va sûrement revenir. Ça aurait été impensable il y a encore un an. Donc c'est rigolo de revoir comment ça redevient hype et comment enfin, voilà, comment les cycles. Et comme ça va de plus en plus vite, c'est assez amusant en fait d'être dans ce métier. Pourquoi les tendances mettent autant de temps à arriver au grand public? Je vais prendre l'exemple avec ta chaise Marcel qui est en velours côtelé. Les prescripteurs ont remarqué le velours côtelé, on va dire, il y a 2 ans. À Maison et Objets, c'est arrivé en septembre dernier, un petit peu là, vraiment en janvier. Et on sait que du coup, l'année prochaine, dans toutes les boutiques déco, il y aura du velours côtelé. Donc, il sera passé 3 années. Pourquoi 3 années? Ben, enfin, pour ce que tu expliques, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le temps que le créatif hyper pointu, un peu fou, sorte là. Alors, le velours côtelé, c'est pas complètement fou, mais c'est juste un retour des années 70. Le truc de fond, c'est ça. Et c'est des cycles de création et de production. Le grand public, forcément, va plus acheter sur des marques plus importantes. Donc, mais je crois que les cycles, quand même, se réduisent. De la même manière que dans la mode, il y a de moins en moins de collections. Tout se rapproche de plus en plus. Donc, Est-ce qu'être tendance, c'est pas aussi une question de moyens, justement, par rapport à ce que tu disais? Souvent, ce sont les grandes maisons qui ont les idées en première, et ces grandes maisons, elles sont pas forcément accessibles à tous. bah, justement, grâce à des tas de marques jeunes qui émergent et qui marchent vachement bien, par exemple les Danois comme Farm Living, Hey, etc., ont toujours la bonne collection au bon moment et pour le coup s'adressent au grand public. Donc, mais de la même manière que la mode, à un moment, il fallait absolument acheter chez les grandes enseignes les belles pièces. Et puis quand tous les Zara, Mango, etc. est arrivé, maintenant ils ont les mêmes belles pièces au même moment et suivent les mêmes tendances. Donc en fait, enfin, les cycles sont beaucoup plus rapprochés. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a justement un peu moins de moyens, mais qui voudrait une déco tendance? Avec quel détail on peut pimper son intérieur? Sur quels objets, couleurs ou matières actuelles il faudrait miser? Bah, faut surtout oser, oser le clash un peu, oser d'être soi surtout. Et bon, c'est un peu bateau comme réponse, mais moi je suis très chineuse, je vais beaucoup aux puces, je vais beaucoup dans des maisons de vente, donc d'avoir dégoté une pépite que personne n'a vu nulle part, je pense que c'est encore le meilleur moyen d'être singulier. Tu es très pointu, ce qui est très inspirant et c'est aussi ce qui fait le succès de Good Moods. Est-ce que tu as envie de conserver ce profil, voire de l'être de plus en plus, ou est-ce que tu n'aurais pas intérêt à l'être un peu moins pour être davantage suivi? Alors ça, c'est une vraie question que je me suis posée beaucoup. Au départ, je voulais être très suivie et parler au plus grand nombre. C'était vraiment l'idée de mêler inspiration et shopping. C'était pas du tout d'être pointue, au contraire, vraiment au contraire. Et puis c'est vrai que plus on s'intéresse à ces sujets, plus bah, forcément on s'intéresse à des créateurs moins connus, enfin plus on est curateur en fait. Donc c'est vrai que je ne sais pas si c'est difficile de faire marche arrière et je ne sais pas si c'est pointu le mot. En tout cas, on parle de ce qui nous intéresse, de ce qu'on aime. J'espère que ça peut s'adresser au plus grand nombre et qu'on n'est pas trop pointu justement. C'est vraiment ma crainte, hein. Je trouve que le chic absolu, c'est d'arriver à faire des belles choses et de parler à tout le monde, justement. C'est quand même. Donc, je ne sais pas si on arrive toujours à le faire, mais c'est vraiment une question importante pour moi. La seconde activité de Good Moods Studio, c'est d'accompagner les marques pour imaginer avec elles des thématiques ou une sélection sur mesure, que ce soit pour des nouvelles collections, enfin j'en parlais dans mon introduction. Pourquoi tu as développé ça? Est-ce que ce sont les marques qui sont venues te chercher pour bénéficier de ton expertise ou c'est toi qui avais envie d'aller vers ça? Alors, pas du tout. Moi, quand j'ai lancé Good Moods, je ne pensais pas du tout aller vers ça. Et ça n'a été que des opportunités et
des rencontres. Ça a commencé avec un particulier qui voulait que je l'aide à décorer une grosse maison en Normandie de 12 chambres. Ensuite, à des lieux éphémères pour des marques. Ensuite, enfin voilà, à chaque fois, j'ai jamais dit non, ça c'est sûr, parce que je suis de nature assez enthousiaste et donc je me refuse aucun challenge, ce qui demande aussi beaucoup de travail parce que parfois quand on ne sait pas faire et qu'on ne connaît pas, il faut beaucoup travailler pour ça, mais voilà, j'ai jamais refusé et c'est vrai que ça s'est développé de façon très organique et très... Et qu'est-ce que tu fais alors avec ces marques ? Alors c'est aller de travailler sur un salon de beauté de 900 mètres carrés où il faut aller repenser l'ADN, l'ADA du lieu, jusqu'au lancement d'une marque de bougies, en passant par la collection de tissus d'une maison. Mais tu travailles sur les tendances ou tu travailles plus sur la... Bah, c'est plus de la direction artistique. Oui, c'est à chaque fois, voilà, c'est qu'on vient me chercher pour que je propose un univers, une sélection, des références, et que toute cette matière serve à... Soit, en fait, avec cette matière, on crée des lieux, des collections, des univers. Donc, à chaque fois, c'est un peu le fil conducteur. Voilà. Et dernièrement, on a fait plutôt même du stylisme, pour le coup, pour des marques comme Le Bon Coin. Bah, là aussi, c'est encore créer un univers, sélectionner. Enfin, c'est toujours un peu ce qu'on fait, en fait, sur le site, mais pour des marques en marque blanche, ouais. De façon personnalisée. Et troisième casquette, tu es éditrice de meubles. En tout cas, tu as fait une collection, je ne sais pas si on peut dire collection, avec la chaise Marcel, qui s'est vendue en un éclair. Ouais. C'est encore un métier différent. Oui, très. Pourquoi lancer sa collection ? Alors vraiment, là encore, parce qu'on m'a beaucoup dit, mais tu devrais essayer. Et puis que j'ai créé ces chaises pour le bureau, tout simplement, que je me suis amusée à les retapisser avec ces bimatières, bicouleurs. Et puis que je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de planning dans tout ça. Et tu veux continuer de faire ça ? Oui, j'ai très envie. Ah oui. Ouais, j'ai très envie. Très, très envie. Donc, on a plein de choses dans les cartons. Et c'est long parce que l'idée, c'est de lancer des petites collections en édition limitée, c'est pas de proposer des choses qui s'éternisent dans le temps. Donc, comme les moods qu'on propose chaque semaine, l'idée c'est de sortir des objets qui ont leur mood et leurs histoires, et surtout de passer à autre chose rapidement. Donc c'est quand même long parce que c'est du boulot de prototype, etc. Mais c'est une expérience qui est, à mon avis, le début de quelque chose. Ouais. Tu te vois où dans 20 ans ? Dans 20 ans, je me vois à la campagne, en train de jardiner. Loin de tout ça ? Je crois, oui. Je crois, j'en sais rien, peut-être pas, hein, mais ouais, je crois bien. On écoutera dans 20 ans cette interview. Ouais. Good Mood s'est imposé très rapidement. Tu as déboulé soudainement sur le devant de la scène. Est-ce que tu t'attendais à ça, à être si vite reconnue et écoutée ? Pas du tout. De nature, je ne suis pas quelqu'un de très sûr de moi, donc j'ai vraiment fait ça depuis chez moi en me disant j'espère que ça va plaire, et à chaque fois qu'on a relayé, parlé de moi, je faisais des bonds dans mon salon de joie. Donc tu faisais quoi avant ? Quel était ton parcours avant de créer Good Moods ? Alors avant, j'ai fait des études très généralistes. J'aurais adoré avec le recul faire des études de design, d'art, j'aurais vraiment adoré ça. Mais pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait des études très généralistes, et du coup j'ai bossé dans l'événementiel, dans la com, chez Deezer où j'étais responsable des contenus de marque qui voulaient faire des choses dans la musique. Donc il y a toujours eu quand même un petit lien entre créativité et communication. Voilà, donc je pense que c'est plutôt la suite logique en fait, enfin c'est pas si éloigné. Quelle qualité il faut pour être dénicheuse de tendance ? Mais avoir les oreilles très très ouvertes et être assez perméable ou sensible en tout cas à son époque, et être très ouvert surtout. Jamais dire que, enfin j'ai du mal à dire que c'est moche en fait, je suis toujours assez ouverte et open à tout, enfin voilà, il faut être, pas du tout avoir de préjugés ou d'avis, comme on disait tout à l'heure, les tendances vont tellement vite et tout ça que le mauvais goût ça n'existe pas vraiment, c'est juste. Oui, mais toi t'as bon goût, est-ce que tu sais d'où ça te vient ce bon goût ? On t'a un peu éduqué à ça ? Je pense que j'ai grandi dans un univers où je voyageais beaucoup avec mes parents. J'ai une mère qui était décoratrice, qui chinait énormément. Donc c'est sûr que j'ai la chance d'avoir cette culture-là, et ça m'a sûrement aidée. Ouais.
Tu as un métier qui est hyper créatif. Est-ce que tu as toujours été créative? Pas du tout, non, non. Je l'étais pas. Enfin, j'adorais la musique, donc j'adorais chanter, mais c'est un peu, c'est très différent. Et vraiment, Good Moons m'a aidé à découvrir que je l'étais et me donne tous les jours encore plus envie d'aller vers ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Chanteuse. Qu'est-ce qui te plaît le plus Mais dans je vais ton... pas lâcher, hein. Ah, ah oui. Ben voilà, dans 20 ans, tu Voilà, seras sur scène. chanteuse, mais dans ma ferme. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? De découvrir des talents, ça vraiment de dénicher, de découvrir une jeune maison d'édition ou un designer ou prendre une claque sur une scénographie, c'est vraiment de découvrir la beauté, c'est toujours une joie, c'est vraiment. Et puis aussi de rencontrer des gens, c'est vrai que ça m'a amené. Autant au début, je faisais beaucoup ça chez moi, de façon très reclus, un peu comme dans ma grotte. Et puis depuis 2 ans, je rencontre beaucoup de gens et ça, c'est un vrai plaisir. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qui dit donc magazine dit annonceur, donc il faut aller chercher forcément des sponsors, des partenariats pour monétiser le modèle et j'avoue que la partie commerciale c'est celle avec laquelle je suis moins à l'aise donc j'ai quelqu'un qui le fait heureusement ou qui m'accompagne et donc voilà, c'est moins un problème aujourd'hui. Et toi, t'es plutôt quel style déco? C'est comment chez toi? Alors chez moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le mélange des couleurs, c'est-à-dire que j'ai du violet avec du rouille, du moutarde, du vert anglais. J'aime l'accumulation des choses, des couleurs, des styles, donc voilà. Est-ce qu'il y a une pièce, un endroit que tu préfères chez toi? Un petit endroit à toi? Non, c'est le salon, c'est pas petit, et c'est le salon parce que on est tous ensemble et que j'ai besoin d'être. Je suis pas du tout solitaire, j'ai besoin d'être entourée tout le temps, donc plus on est nombreux, mieux je me porte. Quelle est ta pièce, cette fois dans le sens meuble ou objet, chouchoute? Oui, alors ça fait longtemps que c'est une pièce design c'est le mobilier de Gaël Lenti qu'on voit dans la piscine à un moment dans le film avec Romy Schneider. Pour ceux qui connaissent pas Gaolanti. Et c'est vrai que c'est un mobilier de jardin magnifique, tubulaire, qui se fait dans plein de couleurs et qui est hérédité depuis. Et ça, c'est vrai que j'adorerais avoir ce salon de jardin, mais c'est un peu... c'est pas donné. Est-ce qu'il y a un courant ou un designer que tu aimes particulièrement? En ce moment, c'est peut-être à l'approche de Milan. C'est vrai que le design italien qui renaît de ses cendres, ça a commencé avec Achille Castiglioni, avec Gaël Lenti, comme je te le disais. Mais c'est vrai qu'il y a des designers italiens moins connus qu'on remet sur le devant de la scène en ce moment, comme Mangiariotti, Carlo De Carli, qui inspirent beaucoup de designers contemporains. Et c'est une source d'inspiration, pour moi, inépuisable. Et le fait de voir sans cesse des nouveautés, est-ce que ça te donne envie de renouveler sans cesse ta déco? Alors non, parce que chez moi, enfin, même sur mes projets, quand je travaille même sur des projets d'hôtel, j'ai tendance à tout imaginer avant, mais jusqu'au détail près, à l'objet près. Et donc, une fois que c'est fini, je passe à autre chose. Donc, non, bien sûr que chez moi, j'ajoute des petites pièces, mais non, j'ai pas envie de changer. J'ai un confort. Et puis surtout, comme j'ai d'autres projets, je travaille vraiment par mood, encore une fois. Donc, quand je suis à fond dans un mood, dans un projet, je n'ai pas envie de revenir sur d'autres en arrière. Voilà, pour moi, c'est fini. Où est-ce que tu fais ton shopping déco, justement? Beaucoup sur le web, beaucoup sur Internet. Parce que maintenant, on peut chiner sur Internet des designers mexicains ou d'Afrique du Sud ou portugais. Enfin, il y a de plus en plus de webshops, donc c'est sans fin. Encore plus accessible. Ouais. Il va y avoir plein de ponts. Tu fais quoi? Où tu vas pour te détendre, te ressourcer? Alors de plus en plus, je reste chez moi parce que j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin. Ah oui. Et donc je me suis mis au potager et donc ça me prend beaucoup de temps. Et voilà, mais non. Je voyage beaucoup sur des ponts de mai aussi enfin sur les ponts en général, pour m'inspirer bien sûr. Donc c'est souvent des villes européennes, pas trop loin non plus. Tu cherches sans cesse de nouveaux lieux? Ouais, beaucoup, ouais. Quel est l'endroit le plus dingue où tu as été? C'est il y a quelques mois où on est allé à Naples dans l'hôtel entièrement réalisé par Joe Ponti qui s'appelle le Parco di Principe et il a absolument tout réalisé, les carreaux de ciment jusqu'au mobilier en passant par l'architecture du bâtiment et l'hôtel donne sur la mer et on descend avec l'ascenseur sur le ponton en bas, donc c'est un endroit absolument magique.
Là, depuis tout à l'heure, on parle de déco. Est-ce que tu suis aussi la mode? Est-ce que la mode et la déco sont liées? Ouais, beaucoup. D'ailleurs, très souvent, les moodboards qu'on propose partent d'un défilé de mode, même si c'est pas forcément le cœur du sujet de Good Moods, mais en fait, plein de fois, je pars des Fashion Week, je regarde tous les défilés, et c'est de ça dont part une planche de tendance. Et qu'est-ce que tu penses d'Instagram? Tu nous disais tout à l'heure, ça t'inspire plutôt? Alors oui, ça m'inspire pour trouver des jeunes créateurs. Ensuite, je trouve que c'est quelque chose d'assez pas nocif, mais je pense qu'on arrive un peu au bout de cette... ça se transforme beaucoup en Pinterest, en fait, Instagram de plus en plus. La spontanéité qu'il y avait au début s'étiole complètement. Et donc, comme Pinterest, je trouve que ça a ses limites et qu'il faut surtout pas pas perdre du temps, mais se focaliser sur ce réseau. Oui, tout le monde en parle, mais tu penses que ça... Je pense même qu'on va finir par s'enlacer, que un peu comme les tendances ou comme Facebook ou comme tout ça, ça finira par passer au podcast par exemple. Ou voilà. Je pense que c'est un outil qui s'est transformé en fait, qui est devenu moins personnel, moins. Alors c'est une mine d'or pour trouver des créateurs, des designers. Mais le mieux, c'est encore d'aller à leur rencontre, d'écouter aussi le prisme de journalistes qui font leur métier. Voilà, je trouve que enfin, je sais pas si on peut critiquer Instagram, si c'est... Non, c'est intéressant. Oui, je trouve que ça a des limites, ouais. Alors, pour imaginer encore mieux tes journées, on va inventer une semaine type avec des créneaux où tu Oui. pourrais me dire ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais le lundi à 9h? Alors, je suis chez moi parce que j'ai une nounou mais pas parce que je le veux, qui arrive qu'à 9h30, donc je reste avec mon troisième enfant qui a seulement 20 mois, donc je profite. Le mardi à 17h. Oh, le mardi à 17h, je suis au bureau et on finit le moodboard qu'on va sortir 2 jours après. On travaille vraiment en flux tendu, donc on termine la maquette du moodboard qu'on va sortir le jeudi. Le mercredi à 13h. Bon, là, je déjeune forcément avec quelqu'un du monde du design ou de la déco, ou voilà. Et le jeudi à 20h. Eh ben, je prends l'apéro parce qu'on envoie notre newsletter souvent à 17h30 le jeudi. Donc à 20h, souvent, on fait un apéro au bureau. Et le vendredi à 14h. Eh ben là, je jardine. Tous les vendredis, c'est vrai, tous les vendredis, tout le monde reste chez soi. On bosse tous par Skype, etc. Mais on a des semaines de 4 jours pour que le vendredi, chacun s'inspire comme il veut. Voilà, et je trouve que c'est sain d'avoir ce rythme-là. Et quel est le moment de la journée que tu préfères? Bah, le matin quand j'arrive au bureau et que je vois mon équipe, parce on est vraiment une équipe, il y a une ambiance géniale, on est une petite famille, donc ça c'est très chouette. Et le soir quand je rentre chez moi aussi c'est bien pour découvrir, pour retrouver mon équipe à moi. Dans un monde parallèle, si tu pouvais faire un dîner avec les invités de tes rêves, à quoi ressemblerait ta table et qui seraient tes invités? Alors, sans aucun doute, le duo des Dimoré, que j'ai déjà rencontré et qui, en plus d'être ultra créatifs et talentueux, sont très sympas. J'aurais envie de mélanger avec un créateur de mode comme Jacques Mus, qui en ce moment a vraiment beaucoup de propositions et je pense qu'ils s'entendraient bien, les trois ensemble. Puis des gens rigolos surtout, je crois. Voilà. Quelle est la pire faute de goût pour toi? Bah, la monocouleur, par exemple, un intérieur tout blanc et noir, ça m'angoisse un peu. Enfin, en tout cas, c'est pas mon style, quoi. Le côté galerie muséale me plaît moins, voilà. Alors, on va terminer avec les questions à Watt 1000. Question à 12,95 €, le prix d'un mètre carré de moquette chez Leroy Merlin. J'ai vu un reportage photo chez toi et j'ai repéré de jolies moquettes bien épaisses dans les chambres. Est-ce que tu veux nous annoncer officiellement le grand retour de la moquette ou c'est un choix très personnel? Ah oui, non, je l'annonce officiellement. Et surtout, je pense que la moquette a vocation aussi à monter sur les murs, sur les meubles et qu'il faut s'amuser. Question à 70 €, le prix d'une consultation chez un psy. Est-ce que c'est inné le good mood? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la pêche, pour être positif? Ben, je pense que c'est une volonté. On se lève pas le matin en ayant la pêche forcément spontanément. Je pense que c'est une forme j'allais dire de politesse, mais il y a un peu de ça.
Question à 5 euros, comme le 5e épisode que j'ai enregistré avec Elisabeth Leriche, qui est aussi chasseuse de tendances. Alors, amie ou ennemie? Alors, au contraire, Elisabeth, c'est une très très belle rencontre que j'ai faite. C'est quelqu'un que j'admirais énormément, mais depuis des années, parce que je voyais ses scénographies à Maison et Objets et je me disais, mais quelle reine quoi, des tendances et ses propositions sont toujours tellement bien scénographiées. Et je l'ai contactée un jour et elle m'a dit, mais bien sûr, j'adore ce que vous faites, je serais ravie de vous rencontrer. Et depuis, on se voit souvent. Elle me parle notamment de sa maison qu'elle a en Afrique du Sud. Et donc, elle m'a totalement coachée pour mon dernier voyage là-bas. Donc, au contraire, on a une très bonne relation. Merci beaucoup, Julia. De rien. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.